Vous faites partie de la réserve de la marine? Ça veut dire que sur la décision qui a été rendue, il y a une visée politique. Il y a des écoles type banlieue, c'est-à-dire que les architectes raisonnent comme ça aussi aujourd'hui. Est-ce que vous êtes un papa strict? Quelquefois ça a été même un peu physique aussi. Hein. Oui, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau comme projet que ceux qui sont difficiles. C'est bon pour toi, Nathan? Ok, bah c'est parti. Nicolas Dainville, bonjour. Bonjour Wilfried. Bienvenue dans ce café politique. Nous avions déjà échangé dans cette émission, c'était en 2018. On était dans un autre cadre, c'était une version différente de cette émission. Aujourd'hui, vous êtes maire de La Verrière. Beaucoup de défis à relever, éducation, sécurité, écologie, budget, rénovation urbaine. On va aborder tous ces sujets. On va aussi essayer de vous connaître un petit peu mieux et de voir ce que ces différents dossiers disent aussi de vous. On va commencer par un petit portrait rapide. Depuis notre dernier échange en 2018, vous êtes passé de l'opposition à maintenant la direction d'une ville, celle de La Verrière. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette transition? Bah écoutez, déjà, c'est une transition qui a beaucoup de sens. Je dis toujours qu'avant d'être capitaine, c'est bien d'avoir été moussaillon et on apprend énormément dans l'opposition. Je dirais que quand on devient maire, on fait face à la vraie vie, aux vraies difficultés, aux contraintes. Euh, c'est le plus beau des mandats du monde. Être maire, c'est extraordinaire. Malgré toutes les difficultés qu'il peut y avoir. Malgré toutes les difficultés, mais c'est un mandat où on apprend à être patient parce que les dossiers sont des dossiers de long terme, ça prend beaucoup de temps. On apprend à aller d'obstacle en obstacle, à les surmonter. Dès qu'on en a surmonté un, il y en a un nouveau qui apparaît. On apprend aussi à dire non. Vous parliez des contraintes et c'est pas facile de dire non. On a été élu pour dire oui. Ouais. Là, on apprend à dire non parce qu'il n'y a pas les budgets, parce que la mairie ne peut pas tout. On est dans un ensemble de partenaires. Et puis, on apprend surtout à animer une équipe, des réseaux. Et puis, on se bat pour les gens et ça, ça vaut tout l'or du monde. Dans votre réponse, là, vous aviez évoqué le côté moussaillon, le côté marine. Je me souviens que vous nous aviez déjà dit que le passage dans la marine nationale que vous aviez eu était plutôt formateur. C'est bien ça? Exactement, moi j'ai toujours regretté l'absence du service militaire. Je trouve que c'était une période que je n'ai pas connue du coup, qui permettait de brasser socialement une classe d'âge, de donner du temps pour son pays. Vous savez la phrase de Kennedy, hein, ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Moi, c'est une phrase qui m'a toujours marqué. Et donc, j'ai eu envie de faire une préparation militaire supérieure Ouais. à l'école militaire à Paris en 2013, qui m'a énormément apprise. On porte l'uniforme, on apprend à servir, on apprend à se donner dans un sens du collectif. Et c'est pour ça qu'à La Verrière, on fait venir la préparation militaire Marine Colbert dans nos commémorations pour aussi offrir aux jeunes des figures d'engagement, leur montrer ce que c'est que des jeunes qui donnent du temps et de l'énergie pour leur pays. Et qu'on va continuer dans cette lancée avec un magnifique partenariat, puisqu'on devient, La Verrière, ville marraine d'un groupement blindé de la gendarmerie nationale, le 13 sous 1, qui est à Satory. C'est extraordinaire avec l'association des villes marraines, présidée par Louis Giscard d'Estaing, le fils du président. Et donc, on va avoir ce parrainage qui va avoir beaucoup de sens, qui va débuter là dans les jours qui viennent avec une très belle cérémonie et plein de belles actions pour nos jeunes. Vous regrettez de ne pas avoir fait le service militaire. On peut donner votre date de naissance. 1986. 86, donc vous étiez... Vieilli d'année en année, hein, Wilfried. Alors moi, j'ai pas fait mon service non plus, mais j'aurais pu, parce que né en 78, je suis pas passé moi, mais mes études se poursuivaient. Vous êtes favorable au retour du service militaire? Parce que c'est un sujet qui revient régulièrement. Oui, je pense. Alors, à la fois, l'armée se professionnalise, et donc j'ai bien conscience que ces missions doivent être différentes que celles d'assurer le service militaire. Je pense qu'effectivement, une période au sein de nos armées serait souhaitable. Et en tout cas, il faut absolument développer la réserve. C'est ce vers quoi il faut aller. La gendarmerie nationale le fait beaucoup avec la réserve citoyenne et la réserve opérationnelle. La marine également, j'en fais partie, mais je pense que la réserve devrait vraiment être facilitée. Il y a eu de gros efforts de fait en la matière pour inciter les gens de la société civile aussi à s'engager et à apporter un petit peu des compétences de leur carrière dans les armées et puis surtout à apporter dans la société civile tout le bienfait des armées. Mais je pense qu'effectivement, une période pour nos jeunes au sein de nos armées serait extrêmement profitable. Vous faites partie de la réserve de la marine? Exactement. Consiste en quoi? Alors, la réserve de la marine, c'est à l'issue de la préparation militaire, soit marine,
soit supérieur au sein de l'état-major. On intègre ensuite, la réserve. C'est une réserve qui est, opérationnelle, mais surtout sur des missions, donc au sein de l'état-major. Là, je n'ai pas eu le temps de donner beaucoup de temps, malheureusement à l'issue de ma préparation, militaire supérieure, mais je pourrais très bien effectivement consacrer une dizaine de jours, par an, à la marine et j'ai plein d'amis, qui le font. Ça veut dire on vous appelle si il y a une mobilisation et qu'on appelle la réserve, on peut vous appeler? C'est comme ça? Exactement et c'est surtout, la possibilité de consacrer, un minimum de 10 jours par an Mmh. dans nos forces armées, dans la marine, pour des missions d'état-major, soit liées au RH, soit liées aux finances et souvent à Ballard. Essentiellement, je dirais des missions d'état-major, mais effectivement, je pourrais très bien être appelé à ce type de mission. Cette discipline militaire que vous semblez, apprécier, vous l'appliquez au quotidien, en politique aussi? Dans votre gestion de la ville, dans la gestion aussi, d'une partie du département, vous êtes aussi élu au département. Oui, je trouve que, l'armée a de très bonnes formules, un très bon état d'esprit. Là, par exemple, l'escadron, 13 sous 1 que l'on va parrainer, leur, slogan, c'est: «Faire bien et laisser dire» et je trouve que c'est une bonne formule. Faire bien, c'est ce qu'on essaie de faire au niveau de la ville, au niveau du département. On essaie de donner, le maximum d'énergie pour bien faire, pour bien servir et puis on laisse dire. C'est vrai que malheureusement, on est dans un monde où quoi qu'on fasse, il y a beaucoup de critiques. Si on fait rien, on est critiqué. Si on fait quelque chose, on est critiqué. Les gens, je prends souvent l'exemple, pour la plantation d'arbres. Une fois, on voulait couper des arbres morts, on était critiqué. On voulait en planter de nouveaux, on était aussi critiqué parce que c'était des arbres fruitiers. Bref, on est critiqué surtout, mais je pense que globalement, les citoyens voient ce qui est bien fait Mmh. et donc je trouve que cette formule de l'armée, de cet escadron de gendarmerie est très bonne à reprendre. Alors ça va m'amener au sujet suivant sur cette rigueur et ces règles et lois à appliquer. On va revenir sur la ville de La Verrière. Il y a quand même un sujet d'actualité. On enregistre cette émission, 2 jours après, la condamnation de Marine Le Pen. Heu, Tout le monde le commente, bien évidemment. Tout le monde demande, de la fermeté à la justice et cette fois-ci, il y en a eu. Vous trouvez que on va pas rentrer dans le cœur du dossier parce que de toute façon, nous ne sommes ni juges ni avocats, mais sur la condamnation qui a été, faite et la proportion surtout que ça prend aujourd'hui, est-ce que elle vous semble pas un petit peu déplacée? On parle plus des faits, on parle juste de la symbolique de la condamnation qui entraîne une inéligibilité. Oui, moi je dis toujours qu'on combat nos adversaires par les idées, par les arguments, et donc ça me gêne toujours d'avoir une élimination politique d'un adversaire sans qu'on ait pu le combattre démocratiquement. Premier point, donc c'est vrai que cette notion d'application immédiate Mmh. de la peine peut faire question. Et puis je pense que sur la justice, on a besoin, d'une pleine indépendance de la justice et j'ai pleinement confiance, dans la justice de mon pays. Mais cependant, je note qu'on a malheureusement, des magistrats qui sont, politisés et de manière très affichée. Je pense au syndicat de la magistrature, c'est, quasiment 30 des magistrats qui prennent position, politiquement, qui parfois, s'immiscent dans une élection, politique, qui souvenez-vous, le mur des cons, moi, qui m'avait, énormément choqué, ce mur dans ce local du syndicat qui, brocardait tous leurs ennemis à abattre d'un point de vue, judiciaire, pour se payer leur gueule sans être vulgaire. Enfin, entend Heu politique à chaque fois qui était voilà, qui était Exactement, avec reproché. notamment le papa d'Anne-Laurent Schmitt, cette jeune femme qui avait été assassinée, dans un RER. Ils avaient, ces magistrats, mis, la tête, du papa de cette pauvre femme et j'avoue que, pour retrouver pleinement confiance dans la justice de notre pays, on devrait interdire ce type de syndicat qui politise à outrance une mission qui doit être d'une neutralité, irréprochable. Ça veut dire que sur la décision qui a été rendue, il y a une visée politique pour vous? Le calendrier politique a joué aussi, sur ça? Je ne me prononce pas, bien évidemment, Bien évidemment. là-dessus, mais en tout cas, il me semble qu'une condamnation, était, nécessaire, mais que cette notion d'application immédiate de la peine d'inéligibilité qui empêche, au moment où on fait appel, Mmh. d'avoir, cette présomption d'innocence me semble effectivement, plutôt politique, Oui, effectivement. même avec appel, la peine n'est pas suspensive, néanmoins l'appel pourrait avoir un délibéré en 2026, donc avant l'élection présidentielle. On aura le temps de reparler de tout ça. Revenons à La Verrière et on va parler d'éducation après la justice.
Vous avez des projets, ambitieux. Un projet notamment ambitieux, c'est celui de la reconstruction de, tout ce groupe scolaire qui ont été détruits pendant les dernières, émeutes. Ce projet, il n'était pas prévu pendant votre campagne, il n'était pas prévu en début de mandat, mais aujourd'hui, c'est, un peu la symbolique, on peut dire, de ce que vous voulez accomplir sur la Verrière? Oui, ces nuits d'émeutes, elles ont été terribles. Elles ont traumatisé un grand nombre d'habitants. Elles ont traumatisé les élus que nous sommes, les agents qui ont été extraordinaires, avec des héros du quotidien qui se sont interposés face au groupe de jeunes, qui ont pu sauver le maximum de bâtiments publics, autant que faire se peut. Et puis effectivement, euh, au lendemain de ces émeutes, là où on peut être vraiment totalement, abattu, on a eu cette mission qui donne beaucoup de sens, de reconstruire le groupe scolaire, de permettre d'offrir à nouveau l'excellence aux enfants du quartier, une excellence à laquelle ils ont le droit Mmh. et donc on se bat pour reconstruire, cette école. Beaucoup d'architectes voulaient qu'on construise une école typée banlieue, typée cité, très colorée, très cubique et vous savez ce qu'on a fait? On a fait exactement l'inverse. On a voulu choisir une architecture d'excellence pour s'inspirer de Louis le Grand, d'Henri IV, du lycée Hoche à Versailles, parce qu'on s'est dit: «Le beau ne doit pas être réservé qu'aux beaux quartiers Mmh. parisiens, en l'occurrence. Il faut aussi que le beau se démocratise et au Bois de l'Étang, ils ont le droit aussi au beau, ils ont le droit au meilleur» et donc avec cette architecture qui sera magnifique, avec une cour d'honneur, avec, une architecture vraiment, qui donnera du sens, qui sacralisera l'école. Je dis souvent que ces, émeutiers ont brûlé l'école comme une vulgaire poubelle. Eh bien, il faut sacraliser l'école au maximum à travers cette architecture, à travers un projet pédagogique qui soit aussi d'excellence et on y travaille avec l'éducation nationale, vraisemblablement autour de la thématique, des sciences et puis aussi à travers, une excellence environnementale puisque c'est une école qui peut sembler très troisième République dans son architecture, mais qui sera extrêmement innovante en termes de développement durable, avec des briques de terre crue qui emmagasinent la chaleur, avec une ossature 100% bois, avec des maternelles qui seront tout en rez-de-chaussée. Mmh. Donc c'est un confort pédagogique extraordinaire. Et puis, parlant de sacralisation de l'école, on a aussi lancé l'expérimentation sur les blouses Oui. pour aussi apprendre nos jeunes à adopter, des codes vestimentaires. Quand on va à l'école, on n'y va pas de la même manière qu'on va à la plage et donc ça les habitue aussi à être ensemble, à porter le même maillot, celui de la Verrière. Comme, l'équipe de France, on porte le même maillot aux JO et ça nous rend fiers. Ça renforce ce sentiment d'appartenance, ça gomme les inégalités sociales et puis ça habitue nos jeunes à, adopter une certaine tenue qui donne de l'importance à l'instruction qu'ils vont recevoir. Je juste revenir sur un terme que vous avez employé, il y a des écoles type banlieue, c'est-à-dire que les architectes raisonnent comme ça, aussi aujourd'hui? On s'interdit, ils s'interdisent, aussi de construire des choses, différentes? Oui. Ça limite l'évolution, possible et justement la diversification. Effectivement, il y a des architectes, qui ont une idée architecturale, qui doit effectivement s'inscrire dans un environnement, Mmh. et effectivement dans un environnement de grande tour. Certains, nous conseillaient, d'avoir une architecture type, grand ensemble. Et l'architecture, c'est un autre de mes combats, peut-être qu'on en parlera, mais moi je refuse cette espèce d'architecture mondialisée, sans saveur, Mmh. qu'on retrouve, partout ailleurs. Je pense par exemple au tribunal, à Paris dans le 17e, qui est un monument qu'on retrouve aussi en Asie, donc qui n'a absolument aucune originalité, qui s'inscrit pas dans une tradition, locale, dans une histoire locale. Et je trouve que ce combat architectural, il a du sens, notamment pour les Bécanes, l'autre grand projet du siècle, Effectivement. Mmh. où nous, ce qu'on veut, c'est une architecture traditionnelle qui, s'inspire des traditions, de la Verrière, des Yvelines, pour construire ce charme, d'antan, comme en donnant l'impression que ce nouveau quartier a toujours existé et que ça soit pas, vous savez, ces quartiers qui poussent comme des champignons, à proximité de Paris. C'est tous les mêmes. Moi, je veux quelque chose d'original et qui soit lié
ancré sur notre territoire. 50 ans en Yvelines ayant cette histoire de ville nouvelle, mais se démarque un peu, alors on va être un peu chauvin, hein, mais Oui. ça se démarque un peu, quand même du reste des villes nouvelles avec une identité, propre et une architecture assez affirmée et moins froide peut-être aussi. En tout cas pour ceux qui y vivent, ceux qui jugeront et qui le jugent au quotidien. Je reviens sur l'école. Est-ce que vous étiez un bon élève? Alors, j'étais pas excellent. En CM2, ils ont pas voulu me garder, dans l'école. Ils ont écrit à mes parents en disant, «Pour la sixième, il faudrait voir ailleurs». Après, j'étais plutôt travailleur, plutôt scolaire. Je me suis donné du mal et je me suis révélé sur le tard, mais j'étais pas un très, très bon élève étant jeune, hein. Qu'est-ce qui vous a motivé? Vous dites révéler sur le tard, il y a une matière, une rencontre avec un enseignant? Oui, les professeurs, je trouve, font beaucoup et j'ai eu la chance d'avoir des professeurs, notamment en histoire et en économie, qui, m'ont transmis, ces passions, de ces matières et qui m'ont vraiment passionné. Et c'est vrai, quand on est passionné, Mmh. on bosse beaucoup, on s'en rend pas forcément compte et puis forcément les notes sont au rendez-vous. Et c'est toujours des histoires de rencontres avec des enseignants, hein. Vous parliez Exactement. d'histoire, je salue aussi certains professeurs d'histoire que j'ai pu avoir qui donnent ce goût, quand on n'est pas forcément très motivé par l'école et c'est important. Je confirme. Voilà. On a évoqué le quartier, alors brièvement des Bécanes. Il y a le bois de l'étang, hein, qui aura tout un nouveau, visage également. Le développement durable, vous parliez des arbres, mais vous avez aussi, une forêt des naissances qui va voir le jour, sur la commune. Pourquoi ce symbole de forêt des naissances? Eh bien, écoutez, c'est vrai que l'arbre est essentiel. Je pense à un livre de Jean Giono, L'homme qui plantait des arbres. L'arbre, c'est ce qui garantit la biodiversité, c'est ce qui lutte contre le réchauffement climatique, c'est ce qui lutte contre la pollution et donc je trouve que de sensibiliser les familles, dès, le plus jeune âge, a du sens à travers cette forêt donc des naissances sur lequel on travaille et qui verra le jour, cette année et puis, c'est original et puis je pense que ça ancre aussi dans un territoire de se dire, qu'une famille aura pour son enfant, son propre arbre qu'elle aura, planté avec la petite plaque au nom, des 10 enfants, puis ce sera un arbre pour 10 naissances. Eh bien, je trouve que tout cela, portera de beaux fruits, sans faire de mauvais jeu de mots, et sensibilisera à cette thématique du développement durable qui est essentielle. Mmh. À vous écouter, votre mandat à la Verrière, se passe bien avec des projets que vous souhaitez mener et que vous arrivez à mener. Néanmoins, il y a eu des moments plus difficiles aussi. Tout n'a pas été facile depuis que vous êtes élu. Il y a eu un grand changement au sein de la Verrière sur un plan politique puisque c'est une ville qui a été dirigée pendant des années par le parti communiste. Vous venez, de la famille, républicaine de droite. Ces difficultés-là, vous les avez vécues comment? Quelquefois, ça a été même un peu physique aussi, hein? Oui, c'est vrai que rien ne nous a été épargné. On a été de crise en crise. Notre mandat a commencé avec le Covid, où il fallait gérer, le centre de vaccination, les dépistages, répondre à l'urgence, distribuer les masques. Ensuite, on a eu la crise énergétique Mmh. qui a aussi impacté, tout notre quotidien avec, les extinctions, d'éclairage, avec, toute la transformation, les LED, les factures qui explosaient, la difficulté sociale dans nos quartiers Mmh. avec, des habitants qui arrivaient plus à joindre le debout. Donc on a dû mettre en place des chèques énergie, mobiliser le bailleur, et puis les émeutes qui, nous ont, bouleversés. Le projet ANRU qui a été effectivement, très difficile parce que, les maires précédents avaient fait face aux mêmes difficultés. Alain Jage, en son temps, avait affronté une opposition, très violente. Mmh. Nelly Dutu avait préféré ne pas prendre position et puis, s'engager sur une non-démolition, mais qui en fait n'était pas, validée par l'ANRU ni par la préfecture. Oui, pour Heu, resituer, pardon, hein, sur le dossier, effectivement, l'ANRU, c'est cette agence nationale de rénovation urbaine et on parle du quartier spécifiquement du bois de l'étang avec ces grands ensembles, dont la vocation maintenant ce sera d'être, détruits et ça a été pendant des dizaines d'années un sujet véritablement de les détruire ou non et c'est vrai que vos prédécesseurs, certains ont essayé et ont eu une forte opposition, d'autres ont mis le dossier entre parenthèses. oui, Vous y êtes allés et c'est pour ça que je parlais du fait oui que c'était aussi physique et et parce qu'il y je a eu une opposition avec, une partie de la et bah, je vais population. vous dire, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau comme projet que ceux qui sont difficiles. Et souvent, les projets les plus difficiles, ceux, où on a vraiment le plus de mal, sont en fait les plus beaux et les plus ambitieux. C'est pour ça que je suis très fier de mener ce projet. Je suis pas fier pour moi, je suis fier pour les habitants parce qu'en fait, il y avait certes une opposition très virulente,
Mais l'enquête sociale a montré que les 3/4 des habitants soutenaient le projet, que 80 voulaient, adhérer au projet, de relogement. On a réalisé aujourd'hui les 3/4 du relogement, 75. Un relogement qui s'est très bien passé avec un rythme Sur la commune ou sur de Saint-Quentin en 4 Yvelines? logements par mois, Mmh. essentiellement sur le quartier. En gros, c'est un tiers sur le quartier, un tiers dans Saint-Quentin en Yvelines, et un grand merci à toutes les villes et tous les maires en l'occurrence qui accueillent ces familles, et un tiers hors de l'agglomération pour les familles qui le souhaitent. Donc bien évidemment, rien n'est imposé, mais le relogement qui est un sujet au moment des débats ne l'est absolument plus puisque le relogement se passe très bien. Et là, les réhabilitations commencent, Wilfried. Mmh. On a une réhabilitation extrêmement ambitieuse, c'est 34 millions d'euros pour gagner en consommation énergétique. On va améliorer la note énergétique de nos bâtiments. Mmh. On va changer les volets, on va changer les canalisations, on va mettre des sas thermiques, des codes d'accès aux bâtiments, on va résidentialiser le stationnement, on va changer toutes les pièces humides, les peintures, le sol, les éviers, les baignoires, les douches. Bref, c'est un investissement considérable pour améliorer la qualité de vie des habitants. Et un élément, j'en terminerai par là, c'est les Mmh. ascenseurs. Des ascenseurs qui dysfonctionnaient depuis des années et qui vont enfin être intégralement remplacés, desservir tous les étages Mmh. et non plus un étage sur deux, et y compris le dernier étage qui est un vrai problème pour les habitants qui habitaient en haut. Bref, c'est très difficile, mais on est fiers, motivés et heureux de le faire pour les habitants et pour l'avenir, pour donner une nouvelle dynamique et pas, je dirais, laisser cette lente dégringolade à laquelle on insistait de manière impuissante. Pour vous, l'image de la Verrière a déjà changé? Oui, Mmh. la Verrière, a une image, qui s'est métamorphosée. Je pense au Paris-Nice, grâce à Pierre Bédier, grâce au département qui nous l'a accordé ici à la Verrière. C'était, du jamais vu d'avoir le départ de la course mythique du soleil dans notre commune, et ça, on a entendu parler de la Verrière jusqu'en Afrique, dans un grand nombre de pays. C'était comme un rêve éveillé de voir, Pogacar et tous ces champions, Christian Prudhomme, le patron du Tour, ici à la Verrière, avec toutes ces assos mobilisées. C'était l'événement qui me marquera à tout jamais, bien évidemment. On va arriver bientôt à la fin de l'entretien, de ce podcast. Je reviens sur quelques sujets. 2018, donc on avait enregistré cette fameuse émission Café Politique. Vous étiez fan à l'époque de France Gall et de Johnny Hallyday. Est-ce que vous êtes toujours aussi fidèle ou est-ce que ça a un peu évolué? Ça a un peu évolué, hein, bien évidemment. Je dirais que Johnny, est bien évidemment, un chanteur, extraordinaire. Moi, il y a un groupe que j'aime bien, alors c'est très particulier, les Frangines, Mmh. avec notamment La Route, sur le chemin de Saint-Jacques, chemin que j'emprunte là, tous les ans, depuis l'année dernière, donc j'ai encore de la marge. Mais en tout cas, on loue un âne, on y va en famille, on parcourt ces paysages extraordinaires, on se déconnecte, on y va en mode avion pour marcher, et on se reconnecte finalement, en famille à l'essentiel, et j'incite tous ceux, qui ont besoin de ce ressourcement à marcher, et donc La Route des Frangines, m'a beaucoup marqué. Vous arrivez à vous déconnecter complètement? Notamment quand on est maire et impliqué dans la vie, politique aussi, vous coupez complètement des réseaux? Alors grâce à ma famille et grâce à mon équipe, que je salue, équipe extraordinaire d'agents et d'élus, et donc effectivement, j'essaye pendant les grandes vacances notamment, de prendre quand même un moment de déconnexion, condition qu'il y ait pas d'émeute ou pas de soucis, trop graves. Mais, il y a quand même un moment effectivement où j'arrive en fait à me déconnecter, mais surtout à me reconnecter et à revenir plus fort encore. Votre fonction vous oblige à être polyvalent, pompier, psychologue, médiateur. Quelle est la fonction, la casquette que vous préférez? Écoutez, je trouve qu'être, maire, c'est à la fois penser à l'avenir, et ça je trouve que c'est, passionnant de réfléchir aux grands projets urbains. Gare Bécane, la rénovation de la gare, le quartier du Bois de l'Étang, tout ce qui est stratégique, je trouve, moi, me passionne. Et puis, il y a ces fameuses petites victoires au quotidien, auprès des habitants, trouver un stage pour un jeune, essayer de se battre pour un appartement qui est insalubre et dans lequel vit une famille, et trouver des solutions. Tout ça prend du temps, mais c'est toutes ces petites victoires qui permettent de se dire qu'on ne s'est pas battu pour rien, et que ce mandat, il a vraiment, de belles choses Mmh. de belles choses à apporter.
Vous avez dit tout à l'heure, il faut savoir dire non, même si c'est pas populaire. Il faut agir malgré, ce qu'on peut dire de nous aussi. Est-ce que c'est une pratique que vous appliquez dans votre vie personnelle, vie familiale? Est-ce que vous êtes un papa, strict? Alors je trouve que le métier de père, il est pas facile, hein, franchement, mais j'ai la chance d'avoir 4 très beaux enfants. J'ai la chance d'avoir une femme aussi, qui arrive à faire preuve d'autorité, donc je dirais pas que je suis un papa strict. Je laisse ça à ma femme, mais en même temps, on s'est mariés pour ne faire plus qu'un, donc on a une belle complémentarité, c'est ça qui compte. Et puis une toute dernière question pour revenir sur tous les projets, évoqués, sur la ville de La Verrière. S'il faut en retenir, un seul, celui qui marquerait votre mandat et qui, vous caractérise peut-être le plus? Il y en a tellement dont on est, heureux et fier. Écoutez, moi, je dirais que, le Paris-Nice reste quand même, l'événement qui a le plus marqué, mais on a également eu les Mustangs avec cette centaine de belles américaines, hein, je parle des voitures, Wilfried, qui, vient, régulièrement dans notre ville, ce qui permet, grâce à notre, élue Ludovic et Nathalie Raoul, de faire rayonner, la ville comme jamais. On a fait le marché de Noël qui cartonne, on a fait tout un concert de rock autour de l'histoire de France qui Mmh. a beaucoup de sens et aussi un concours Mister France pour élire l'homme le plus séduisant d'Île-de-France. J'étais pas candidat malheureusement. Je dirais qu'on a réussi à dynamiser la ville, à lui redonner une nouvelle jeunesse, à faire parler d'elle positivement, à travers ces événements, à travers cette motivation et puis, ces mariages. Vous parliez du rôle de mère, c'est, effectivement parfois être psychologue, être beaucoup à l'écoute, mais c'est aussi marier. Et moi, j'aime beaucoup cette notion du mariage et donc je marie effectivement en tenue donc Napoléon III, hein, ce décret, qui n'a pas été abrogé et je dirais que si ça devait symboliser, et ben, c'est peut-être un élément marquant parce que ça montre qu'on mouille le maillot, au sens propre du terme, on se donne du mal pour nos administrés, pour les mariés en l'occurrence et le mariage, c'est pas le jour J, hein, qui est merveilleux, c'est ce qui vient après et donc c'est une belle symbolique du mandat de maire pour la ville, toujours penser à demain et se donner du mal pour nos administrés et puis avec une certaine classe et élégance et ça, je trouve que ça nous caractérise bien. Merci à Nicolas Dainville Merci Wilfried. d'avoir participé à ce café politique qui revient, vous le savez, tous les 15 jours en podcast, sur les réseaux et puis, sur l'antenne aussi de TV78. Merci de nous avoir suivis.